Bonjour à toutes et à tous et surtout merci d'être là pour cet événement l'EPID et vous. Sachez qu'on est en direct évidemment sur la chaîne YouTube de l'EPID. Je suis personnellement ravi d'être là et d'animer cet événement. On va vous faire découvrir évidemment plein de choses. Donc à vous, entreprises qui nous regardez, on va vous expliquer ce qu'est l'EPID en premier lieu, les particularités, les spécificités. On va évidemment découvrir plein de personnes, plein de témoignages. On va essayer de comprendre pourquoi c'est un atout de devenir partenaire de l'EPID, à la fois pour vous en tant qu'entreprise, mais aussi pour vos salariés, puis bien évidemment pour les volontaires en insertion. Autour de moi, évidemment, beaucoup d'invités. Je suis d'abord avec Arnaud Fima. Bonjour à vous, Arnaud. Vous êtes responsable des partenariats de l'EPID, je le fais dans ce sens-là. Yann Uliac, bonjour à vous Yann. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire des partenariats. Et puis Florence Girard-Chalet, bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'EPID. Je vais commencer avec vous Florence, d'abord pour essayer de contextualiser un petit peu cet événement. Qu'est-ce que l'EPID et quelle est sa mission très concrètement? Alors, en l'EPID, nous sommes le spécialiste de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes décrocheurs scolaires entre 17 et 25 ans. Notre public, ce sont les jeunes qui sont au fond du trou, qui ont un peu tout essayé ou qui n'ont pas essayé grand-chose, mais qui ont besoin, qui pensent qu'on ne leur fait pas confiance, qui n'ont pas trop confiance en eux-mêmes, qui ne font plus vraiment confiance à la société non plus, je crois qu'on peut le dire. Et nous, on leur fait une proposition tout à fait originale, un dispositif qui est fondé sur la discipline, sur la responsabilité aussi, la confiance, parce que c'est important. On met autour d'eux beaucoup de moyens, des mobilisations vraiment intensives de moyens, et on a une promesse pour ces jeunes, c'est que 100% de ceux qui finiront le parcours seront dans l'emploi ou dans une formation qualifiante. Voilà, et on est un dispositif national, il y a une vingtaine d'établissements, c'est 3000 places, c'est à peu près 6000 jeunes qui ont été en parcours l'année dernière à l'EPID. Voilà en quelques mots. Ça existe depuis longtemps, c'est un organisme public. On a 18 ans cette année, donc c'est l'âge des projets, on en a plein. C'est un établissement, on peut le dire comme ça. Alors je crois que là on peut le dire parce qu'il y a une expérience qui est extrêmement importante. C'est 1200 personnes qui travaillent aujourd'hui à l'EPID, qui ont une expérience extrêmement importante de la jeunesse et de l'insertion des jeunes en difficulté. On met tout autour de ce qui est nécessaire. Pour vous donner une idée, l'EPID c'est un cadre pour 2,5 jeunes. Donc je dis souvent c'est un taux de réanimation, une infirmière pour 2,5 malades. Alors nos jeunes, ils ne sont pas malades, ils ont la volonté de s'en sortir, ils ont beaucoup de choses qui les alourdissent. Ils ont eu des vies compliquées, des bosses, des cabosses, mais ils ont la volonté. Ils sont volontaires pour aller dans l'emploi. Et nous, nos personnels, sont volontaires pour les accompagner. C'est des jeunes qui ont entre quel âge et quel âge? Vous les prenez à la sortie peut-être d'un échec scolaire? Alors en général, ils ont décroché de l'école. Ouais. Ils sont sortis de l'école. Alors ceux qui sont allés le plus loin sont allés jusqu'en terminale. On peut accueillir quelques bacheliers qui sont vraiment en grande difficulté, mais c'est quelques-uns. Pour l'essentiel, ils ont quitté l'école sans diplôme, avec parfois des parcours très difficiles. 30% sont mineurs, 17 ans, et on a à peu près 60% qui ont 18-19 ans. Donc on est vraiment sur un public qui est très très jeune. On admet néanmoins les jeunes jusqu'à 25 ans. Alors pour bien comprendre et expliquer à ceux qui nous regardent qui sont les volontaires, les volontaires en insertion de l'EPID, est-ce qu'on peut déjà parler de volontariat? Pourquoi c'est du volontariat? Alors je crois qu'on a un dispositif qui est extrêmement exigeant. On parlait de discipline. L'EPID, c'est un lever à 6 h du matin. Il faut reprendre un rythme classique, se lever, se laver, ranger sa chambre, faire son lit, nettoyer. 7 h, on est au petit déjeuner. Donc ça, c'est quelque chose en fait, qui permet de dire aux jeunes, ça y est, là tu es pris en charge. Tu es pris en charge, mais c'est surtout très exigeant. Ce que je veux dire, c'est qu'après, vous avez toute une série d'activités toute la journée. Si vous n'êtes pas volontaire, vous ne passez pas d'une situation où vous êtes chez vous à ne rien faire, où vous vous levez quand vous y pensez, où vous vous couchez à la fin des feuilletons ou de vos jeux vidéo pour une vie comme celle-là.
C'est pour ça qu'ils sont volontaires. Et si on veut les caractériser un petit peu plus, en dehors du fait qu'ils soient jeunes, qu'ils soient décrocheurs, on leur pose habituellement quelques questions depuis quelques années. Est-ce que vous avez eu un contact avec le monde du travail dans les 6 derniers mois? Majoritairement, c'est non, pas même un entretien professionnel. Si vous avez une difficulté, est-ce que vous avez quelqu'un pour vous aider dans votre entourage? Majoritairement, c'est non aussi, ce qui traduit un isolement. Est-ce que vous avez dû renoncer à vous soigner dans les 6 derniers mois? Est-ce que vous avez dû renoncer à manger dans les 6 derniers mois? Est-ce que vous n'avez pas su où dormir au moins une fois sur les 6 derniers mois? Et est-ce que vous avez une conduite à risque? Alcool, drogue. Il faut vous dire qu'un jeune sur 2 à l'EPID répond oui à 4 de ces questions. C'est les fameux critères de vulnérabilité, c'est ça? C'est ce qui nous permet en fait d'identifier ces vulnérabilités et de nous assurer qu'on est bien dans notre mission. L'EPID, ce sont des moyens extrêmement importants, dispositifs intensifs. On propose un hébergement 7 jours sur 7, H24, avec je veux dire, un personnel qui est important. Ça s'adresse ensuite à des jeunes qui sont en grande difficulté. Vous avez quand même un jeune sur 5 qui répond oui aux 6 questions que je vous ai posées, en plus d'être sans diplôme, d'être jeune. Et puis pour un certain nombre, ils viennent également des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce qui est une difficulté supplémentaire. Ils ont un parcours individuel compliqué et ils sont confrontés par ailleurs à l'effet de quartier, l'image que leur renvoie la société, où on leur fait moins confiance dans l'accès à l'emploi. Donc en gros, en étant EPID, eux, ils viennent se sauver quelque part. Enfin, vous leur sauvez la vie en fait. Ils ont souvent le sentiment que c'est voilà, une chance importante à saisir. Nous, on n'aime pas dire la dernière chance, parce qu'ils ont de la ressource, ces jeunes, ils ont des capacités. D'ailleurs, on est là pour ça, pour révéler les capacités et les aider à construire un projet. Et clairement, tous ceux qui terminent le parcours, ils rentrent dans l'emploi. Nous, on témoigne qu'il n'y a pas de fatalité, que l'on peut avoir beaucoup de difficultés dans la vie et que pour autant, si on se prend en charge, si on est volontaire, si on accepte une discipline, eh bien, on peut y arriver. Alors, je vais simplement rappeler que ce sont des volontaires à l'insertion. Donc, évidemment, on va expliquer et à quel point c'est important qu'ils soient insérés ensuite dans la vie professionnelle, puisque c'est tout l'idée. C'est leur objectif. C'est leur objectif de l'EPID. Sachez, vous qui nous écoutez, qu'on va avoir des témoignages hyper intéressants, évidemment, sur des personnes qui ont pris en stage ou qui ont même recruté des jeunes de l'EPID. Donc, restez bien avec nous parce qu'on va y venir dans quelques minutes. Moi, je voulais revenir avec vous simplement, Florence Girard-Challet, sur cette logique de partenariat. Elle est hyper importante pour l'EPID parce que voilà, il faut, une fois que ces jeunes sont arrivés au bout de leur cursus, il faut les insérer dans la vie professionnelle. Donc, vous avez besoin, plus que jamais, d'entreprises. Ah, complètement. En fait, ces jeunes, ils sont là parce qu'ils sont volontaires pour aller dans l'emploi. Et on peut se dire que nous, nos agents, ils sont volontaires pour les porter dans l'emploi. Mais il faut qu'à côté, on ait des entreprises qui soient volontaires pour les employer. Donc, on a vraiment un trépied. On est à 3 et c'est un travail à 3 que l'on va faire. L'EPID, le jeune, l'entreprise. Et l'important, c'est que selon les envies, les capacités des jeunes, selon aussi le territoire où on est, on arrive à faire matcher les envies des jeunes et puis les besoins de manœuvre des entreprises. Et c'est ce que l'on fait au quotidien. Alors justement, on va en parler avec vous, Yann Huliac, vous êtes directeur de l'Observatoire des partenariats, parce que ce que vous me disiez quand on s'est au téléphone il y a quelques jours, que de plus en plus d'entreprises en France cherchent à nouer des partenariats, on va dire des partenariats sociétaux. Exactement, Antoine. Alors peut-être juste resituer pour tous nos spectateurs d'où je parle. L'Observatoire des partenariats, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui existe depuis 2008, qui a été créé par la Caisse des dépôts, également avec le MEDEF et le mouvement associatif. Et il est piloté par une structure qui est l'association Le Rameau, qui est un laboratoire d'innovation sur les partenariats et qui a d'ailleurs, je suis ravi d'entendre Madame, un point commun, c'est qu'on a aussi nos 18 ans cette année. Okay. Je ne sais pas si le fait d'avoir 18 ans, une année olympique, est signe d'audace et d'envolée. En tout cas, voilà, exactement. Le but, c'est quoi? Le but, finalement, c'est, on s'est rendu compte, après quelques années d'avoir démarré des expérimentations auprès d'acteurs qui font sur le terrain, qu'on avait besoin d'un outil pour prendre du recul, prendre de la hauteur, pour qualifier quoi?
à la fois les enjeux et les pratiques des partenariats en France. Que l'on soit élu local, que l'on soit citoyen, que l'on soit dirigeant d'associations, d'entreprises, la réalité n'est pas la même, les fragilités perçues ne sont pas les mêmes et les pratiques ne sont pas les mêmes. Et du coup, ça nous a permis d'avoir une logique, tout acteur, tout domaine, tout territoire, et de flécher finalement dans le temps l'évolution que ça a pu avoir. Alors si on en vient aux entreprises, qu'est-ce qu'on constate? 3 temps d'études, 2012, 2015, 2021. Une bonne nouvelle, l'engagement territorial des entreprises, il s'est accéléré depuis une décennie. Alors quand on dit engagement territorial, c'est un grand mot, mais ça veut dire que c'est des entreprises qui nouent des partenariats avec des associations ou des établissements publics dans leur territoire. Exactement, oui, c'est important d'expliciter ce qu'on entend par là. Ce qui paraît logique en soi. Oui. D'aller plutôt chercher un partenariat à côté de chez soi. C'est d'agir, c'est d'être utile, souvent effectivement en proximité et avec des acteurs qui peuvent être très variés, des écoles, des centres de formation, ça peut également être des acteurs publics, des structures d'insertion par activité économique. Il y a tout un panel d'acteurs possibles, mais ce qui est intéressant pour nous, ce qui est clé, c'est que ça articule 2 éléments. Ces partenariats sociétaux, ils doivent articuler à la fois une logique économique et une logique d'intérêt général. Vraiment réduire des fragilités et contribuer à un développement économique, d'ailleurs, qui peut être des 2 structures, qui est celui de l'entreprise, mais également celui de la structure avec laquelle elle mène des partenariats. Évidemment, l'entreprise y gagne, et le jeune aussi, et la société aussi, globalement. Exactement. Et pour nous, on a fait notre mission. Exactement. Et peut-être juste revenir à des chiffres, parce que je disais que l'engagement s'est accéléré. En 2021, un peu plus d'un quart, 28,5% des entreprises menaient des partenariats. 3 ans après, légère évolution, 36%. Et en 2021, par contre, c'est plus qu'un déclic, un détonateur, 57%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, plus de la moitié finalement des entreprises qui ont été interrogées dans le panel reconnaissent agir. Ce n'est pas simplement une réalité sous le boisseau, c'est une réalité de terrain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle de ça, on a mené des réflexions avec un acteur de référence sur l'engagement des entreprises, l'Observatoire de la RSE. 2012, on a mis en place un premier guide de partenariats sociétaux. En 2021, quand on a partagé ces résultats, ça a été le déclic pour dire on va regarder d'un cran. Il faut qu'on voit comment ça se traduit finalement, quelles sont les réalités de terrain pour une diversité d'entreprises, comment ça s'illustre, comment ça s'incarne. Et pour y voir plus clair, on a copiloté un groupe de travail entreprises et territoires qui a permis d'aboutir à notamment 18 mois de travaux, un guide en 2023 présenté au Palais Brognard, au Forum mondial 3.0, sur finalement coopérer efficacement. Un guide très intéressant d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est un guide et une méthode qui donnent des clés. Des clés pour que ces partenariats, ça se passe bien, avec différentes étapes, avec des retours d'expérience et souvent dans une réalité qui correspond à ce que l'on a perçu dans notre dernière étude, c'est que ces partenariats, ils sont avant tout locaux. 66% local, 44% régional. C'est clairement une réalité qui se passe, qui est incarnée. Comment on explique ce gap aujourd'hui que plus de la moitié des entreprises ont des partenariats? C'est quoi? C'est l'après-Covid? Alors, l'après-Covid, c'est clair, c'est un effet accélérateur. Recherche de sens? Ce que l'on a perçu, ça peut y jouer. Ce que l'on a perçu de façon plus large, parce qu'on interroge différents acteurs, c'est, je dirais, un élément clé et des leviers partagés. L'élément clé, c'est dans le contexte 2020-2021, il y a une avis d'agir ensemble qui est partagée en France, qu'on interroge. Une envie d'agir ensemble. Une envie d'agir ensemble, une envie de mener des partenariats partagés par les entreprises et d'autres acteurs, notamment les associations et les collectivités. Pour les entreprises, elles sont 83% à être convaincues que ces partenariats sont des leviers pour réduire les fragilités, développer l'économie. Et quand on regarde un peu plus près, on demande au service de quoi? Et bien, ce qui est très intéressant, et ça va notamment reprendre un des termes que vous avez utilisé qui m'a beaucoup marqué, ils sont des leviers en termes d'innovation, de performance, et j'arrive au plus important, de confiance. De confiance des personnes, des organisations et des territoires. Et quand on regarde d'un peu plus près, si on se dit mais finalement comment ça se traduit, à quels objectifs et enjeux ça peut répondre au niveau des entreprises, la question du sens en fait partie clairement, puisque ça peut répondre à différentes logiques de performance, d'ancrage territorial et aussi de mobilisation en interne
ce qui résonne sans doute avec nos pratiques, des entreprises, pour que ce soit aussi un levier de cohésion. Oui, c'est ça, c'est l'engagement des collaborateurs. En fait, c'est-à-dire qu'une entreprise, elle peut faire valoir qu'en nouant des partenariats, elle peut proposer à un salarié d'aider un jeune, de participer à une autre association, et donc du sens un peu à la mission du salarié. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un vrai sujet de société aujourd'hui. Tous les salariés ont besoin de sens, encore plus que jamais. C'est un sujet de société qui a été en partie traduit dans la loi. C'est l'un des éléments clés de la loi Pacte, qui a été lancée en courant 2018, qui a notamment permis et reconnu finalement que les entreprises étaient des acteurs dans la cité. Que c'était effectivement ce qui est une bonne chose, parce que beaucoup d'entreprises pouvaient agir sans que ce soit forcément mis en lumière, et ça le reconnaît. Et quand on regarde un certain nombre d'études ou de réalités aussi de terrain, il y a des phénomènes chez les nouvelles générations de jeunes qui choisissent des entreprises par rapport à l'engagement qu'elle a, et pas simplement par rapport aux missions, aux activités. C'est évidemment que ça a un rôle qui est clé. Si on résume, pourquoi plus de partenariats, c'est le cadre réglementaire qui l'incite, la conquête des talents, donc ce que vous venez de dire, et puis l'engagement des collaborateurs. En fait, c'est vraiment ces trois grandes raisons qui incitent les entreprises à nouer de plus en plus de partenariats. Oui, et sur le côté conquête des talents, vous faites bien d'en parler. On arrive aussi à un phénomène en fait en France où quand on sort des métropoles, on se rend compte qu'il y a des territoires proches de villes moyennes, proches de bassins qui ne sont pas forcément des villes TGV, où finalement c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et le fait, et beaucoup de dirigeants d'entreprises, notamment des PME, se demandent comment on peut arriver à faire venir chez nous ou à convaincre des personnes qui sont à côté de chez nous qu'on ne connaît pas, qu'on a besoin notamment de personnes motivées et qui vont avoir la capacité d'adaptation dont on aura besoin. Donc, c'est un sujet énorme. Alors, pour être très concret, ces partenariats, ils prennent quelle forme? Est-ce que c'est du sponsoring? Est-ce que c'est du mécénat de compétences? Alors, nous, est-ce qu'on le sait, ça? Oui, dans ce que l'on a observé sur le terrain, on a distingué 4 catégories de partenariats, sachant que ce n'est pas une catégorie qui est forcément une seule, ça peut être plusieurs, il peut y avoir une diversité de Une même entreprise peut nouer plusieurs types de partenariats. Exactement. Ouais. Si on angle, notamment du côté de ce qui peut être peut-être une porte d'entrée un peu plus naturelle pour une entreprise, on a évoqué cet aspect de la responsabilité sociale des entreprises, ça peut être des pratiques responsables. Par exemple. À l'image notamment de tout le travail remarquable qui a été mis en œuvre par la Fédération de l'entreprise de propreté, qui fédère plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, surtout de nombreux membres, beaucoup de TPE et de PME, et qui a développé un mécanisme exemplaire pour former ses salariés, avec une formation de plus de 600 000 salariés, ce qui est remarquable. Et ça rentre dans les RSE. Et ça rentre dans les RSE. Ça fait partie des pratiques responsables aussi ce qui peut se passer aussi, c'est d'encourager les logiques d'achat responsable. Il y a différents éléments qui peuvent rentrer dans ce cadre-là. On peut aussi monter d'un cran, aller plus loin et se dire on va peut-être mutualiser par exemple quelque chose ou développer une offre commune dans une logique de coopération économique. Je pense notamment à ce que le groupe La Poste et la Croix-Rouge française ont mis en commun sur le côté de l'inclusion de la médiation numérique. Parce que on parle beaucoup des compétences clés, savoir lire, écrire et compter, mais savoir se servir d'un ordinateur, oui, et arriver à se sortir de l'engrenage de l'électronisme quand on lance, c'est aussi un élément majeur. Et pour agir ensemble, en fait, ils ont mutualisé leur logique, notamment d'action, de médiation, d'inclusion numérique, avec en utilisant le levier de leur forte présence territoriale, finalement, pour permettre d'avoir des points d'appui, des conseillers numériques qui étaient davantage présents sur le territoire. Et si on poursuit un peu ce petit voyage dans les formes de partenariat, on peut aussi avoir une logique effectivement de mécénat. Et le mécénat est extrêmement intéressant en France. On est privilégié, il faut le savoir. On est privilégié grâce à un moment de rendre hommage, je pense, à un grand ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, qui a lancé en 2003 un cadre qui est très intéressant et très incitatif pour le mécénat,
qui peut se traduire en fait à différents niveaux. C'est comment mobiliser des énergies, finalement, sur le plan humain, sur le plan aussi de dons en nature et sur le plan financier. Et c'est cet ensemble qui est extrêmement structurant et ouvert à tous. C'est quoi l'idée de fond en fait pour une entreprise, pour qu'elle décide de se lancer dans le partenariat? Déjà, quel est son intérêt? L'intérêt, en fait, tout dépend de... On ne peut pas répondre de manière uniforme parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. La réalité d'une boulangerie n'est pas la même que celle d'un groupe multinational, même si il y a aussi des groupes de boulangerie qui sont très présents à l'international. Mais c'est surtout que ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre des enjeux, des besoins de l'entreprise déjà, en propre. Ça peut correspondre aussi à la maturité de l'entreprise. Et quand on regarde le PME, c'est très souvent lié aussi à l'implication, les convictions propres du dirigeant. Donc il y a pas mal de paramètres finalement qui rentrent en compte. Et on parlait de l'importance de la proximité, du local, du agir ensemble. C'est évident aussi que des fois, il peut y avoir d'autres dynamiques un peu externes mais qui sont liées. C'est est-ce qu'il y a peut-être dans la ville où l'entreprise est présente, un club d'entreprise ou une association de commerçants qui va pousser, qui va faciliter des actions. Il n'y a pas une réponse unique. Et après, quand on revient sur la question du sens, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'entreprises, notamment grandes, qui peuvent être poussées, un peu challengées par leurs jeunes qui rentrent dans l'entreprise et qui leur disent « Nous, on aimerait bien trouver effectivement un peu plus de sens dans ce que l'on fait. » Arnaud Fima, vous êtes responsable des partenariats de l'EPID, ce qui m'amène évidemment à cette question. Quel est l'intérêt pour une entreprise, et c'est le centre du sujet, de nouer un partenariat avec l'EPID? Alors, forte de ce que vient de dire Yann, on voit qu'il y a vraiment une évolution. Une envie, une évolution. Nous, on a réfléchi sur le fait de dire quelles sont les 3 principales raisons, si vous voulez, pour lesquelles une entreprise pourrait s'engager et devenir partenaire d'un centre EPID. Alors, la première raison, et vous allez certainement le voir sur l'écran, la première raison, c'est naturellement sécuriser le recrutement de collaborateurs fiables. Et on va l'entendre tout à l'heure avec certains des témoignages. Effectivement, la première raison pour laquelle on est appelé par une entreprise ou pour laquelle on appelle une entreprise, les stages découvertes, c'est l'emploi, puisque la première mission de l'EPID, c'est insérer les jeunes en emploi durable. Donc ça, forcément, c'est la première raison. Ensuite, avec la RSE qui est arrivée au début des années 2000, la RSE qui a tapé à la porte des entreprises. La responsabilité sociale et environnementale, je le rappelle. Exactement, merci. On se rend compte que l'entreprise a de plus en plus d'engagement, comme vous le disiez Yann, et que effectivement, être partenaire d'un centre EPID fait partie et permet d'impliquer tous les collaborateurs de l'entreprise. Dans l'entreprise, la RSE, ça a souvent été la chasse gardée du président ou du comité de direction et tout ça. Et en fait, quand on met en place, comme vous dites, des logiques de mentorat, de mécénat, où on fait appel aux collaborateurs, oyez, braves gens, qui a envie de s'engager, et du coup, la RSE sort de l'étage de la direction générale et va dans tous les étages. Et donc nous, on bénéficie, dans tous les centres EPID, on a des dispositifs sportifs. Et il y a bientôt le cross de Val-de-Reuil, du centre de Val-de-Reuil qui va arriver. Et pourquoi pas inviter l'entreprise, et j'invite toutes les entreprises de Val-de-Reuil de venir courir avec les équipes de Val-de-Reuil. Donc ça, c'est la deuxième partie. Attention, il y a du niveau. Pardon ? Attention, il y a du niveau. Ouais, c'est pas regarder. Il y a du niveau, bien sûr. Et naturellement, ça... Le revers de la médaille, c'est que naturellement, l'entreprise va trouver un moyen de fidéliser et de développer la motivation. Alors, on parle pas. Nous, on met ça sous le terme de marque employeur. En fait, effectivement, on se rend compte que les entreprises qui viennent dans les centres EPID ou même ailleurs qui s'engagent, elles le disent dans leur rapport. Maintenant, il y a les rapports. Exactement. Ouais. Maintenant, il y a même des rapports d'engagement faits par les entreprises qui doivent dire tout ce qu'ils font voilà. Et donc, il y a aussi un impact gagnant côté entreprise au niveau de la marque employeur et donc de l'attraction des éventuels talents à venir de l'entreprise. Voilà les 3 manières, en fin de compte, qu'on a synthétisées qui peuvent motiver la mise en place de partenariats avec les centres. Alors, on va arriver vers un témoignage, mais pas tout de suite. Évidemment, tout au long de cette émission, de cet événement, on va évoquer toutes les différentes façons d'être partenaire de l'EPID. Moi, j'aimerais vous faire réagir, Florence Girard-Chalet, donc directrice de l'EPID, sur cette augmentation du nombre d'entreprises qui cherchent à nouer des partenariats. Est-ce que déjà, vous, à l'EPID, vous l'avez remarqué, ressenti ? Alors, tout à fait.
ce qui est important, c'est la proximité. Et l'EPID a la chance en fait d'avoir des équipes qui sont sur 20 sites différents sur l'ensemble du territoire et d'être extrêmement ancrés dans le tissu économique. Le plus souvent, les centres EPID sont par exemple membres des clubs MEDEF en fait, qui sont localement, on va dire une convention nationale, mais qui irrigue vraiment sur les territoires, qui en est même partie. Il y a énormément de rencontres dans les salons, dans les actions, et c'est ça qui va créer la proximité, de se rencontrer. Et au départ, on échange simplement, on se rend compte qu'on a des intérêts communs. Moi, j'ai des difficultés pour recruter dans tel et tel secteur. Ah bon, mais moi j'ai des jeunes en fait qui ont envie de travailler dans ce secteur-là. Ah bon, mais vos jeunes, comment est-ce qu'on pourrait faire? Et puis là, c'est un fil et on tire le fil. Et ce sont des personnes d'une entreprise. Certes, c'est une entreprise, il y a un bandeau, mais ce sont d'abord des personnes qui viennent. Et je crois que l'atout que l'on a principalement dans nos centres, ce sont les jeunes. Et nos partenariats, ils sont fondés sur quelque chose dont on ne parle pas, mais qui est l'émotion. Tout simplement, l'émotion de la rencontre humaine. Tous, on est dans des mondes qui sont maintenant un peu impersonnels. Oui, il y a des peut-être éloignés les uns des autres. Il y a des résultats, il y a de la performance, il y a plein de choses. Et tout ça, ça fait le monde. Et puis, il y a quelque chose de plus qu'on peut apporter, c'est la rencontre humaine. Et à l'EPID, quand des entreprises, des salariés des entreprises viennent, ils vont rencontrer des jeunes qu'ils n'ont pas l'occasion de rencontrer. Et ces jeunes, ils ont une richesse absolument incroyable, ils ont une envie, ils ont une résilience. Et de cette rencontre, c'est ce qui va rester, l'émotion. Et on parle des rapports RSE qui sont extrêmement importants pour les entreprises, mais ce qui va faire le plus le buzz, ce n'est pas le rapport qui passe en comité exécutif ou que sais-je. En fait, c'est toutes les photos qui vont passer dans les réseaux sociaux, que vont s'adresser les salariés qui participent à nos différentes actions. Okay. Et puis on rencontre un jeune, c'est top, oui, il est très très bien ce jeune, il est fiable, et puis on va pouvoir le former, eh bien c'est plutôt lui qu'on va recruter. Et c'est comme ça que ça se passe. Et le jeune qui avait l'impression que les trains ne passaient jamais pour lui, tout à coup il se rend compte qu'une entreprise lui fait confiance. Et une fois qu'on a fait confiance aux jeunes, ça change tout dans sa vie. Est-ce que ça veut dire que le téléphone a sonné un peu plus? Les entreprises ont appelé plus souvent là, ces dernières années pour être personnel. Et puis, quand elles appellent, elles disent quoi? Le Covid a vraiment été un déclencheur, je pense, parce que tout le monde a été vraiment très cloisonné. Tout le monde a eu l'impression que tout à coup, tout ce que l'on connaissait pouvait disparaître. Et il y a eu une envie de contact, un besoin de relations humaines, un besoin de sens beaucoup plus fort. Ouais, que c'est décuplé. L'EPID s'est transformé à cette époque-là. Nous avons eu une réflexion sur le sens de notre mission, qui nous a amené à ouvrir, par exemple, les centres à des nouveaux publics beaucoup plus en précarité. Par exemple Par exemple, les SDF, des jeunes parmi nos jeunes qui sont recrutés par les entreprises, des jeunes qui ont un parcours de rue de quelques mois, mais quelquefois de quelques années. On peut avoir des jeunes qui ont simplement 17 ans et qui sont déjà à la rue depuis 18 mois, 2 ans. Pour autant, on va leur donner un cadre et au bout de 8 à 9 mois, eh bien, ces jeunes, en fait, ils sont revenus comme tous les autres jeunes, et ils ont un emploi. C'est formidable. Hein. Donc nous, on a eu cet appel de sens, et on comprend d'autant plus l'envie de sens des salariés dans les entreprises, et on essaye de les faire se rencontrer. Merci beaucoup, Madame Gérard-Challet. Je pense qu'on va prendre un premier témoignage, celui de Fabienne Rousselin. Est-ce qu'on a le témoignage de Fabienne Rousselin? Oui, qui est là. Bonjour Madame Rousselin. Alors vous êtes directrice d'un garage automobile Noroto à Saint-Lenoble, près de Douai, donc c'est dans le département du Nord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord quel est votre partenariat avec l'EPID, Madame Rousselin? Alors moi j'ai eu la chance d'être contactée par l'EPID de Cambrai il y a maintenant 7 ou 8 ans. Qui sont venus me solliciter pour accueillir un jeune qui voulait découvrir le métier de l'automobile, de la réparation. Ok. Donc c'était une première expérience que vous aviez avec l'EPID? Oui, tout à fait. Comment ça s'est passé? C'était un premier contact. Évidemment, la question que je vous posais, c'est comment ça s'est passé et comment ça se passe aujourd'hui? Alors, ça s'est très très bien passé. D'ailleurs, on continue d'échanger avec l'EPID. Je continue d'accueillir des jeunes de l'EPID. Moi, ce qui m'étonne toujours dans les jeunes que je rencontre et qui viennent à ma rencontre, c'est qu'ils ont un savoir-être qui est extraordinaire.
ils ont un projet. Alors, ils ne savent pas trop si ça va leur plaire, si ça va leur convenir, mais en tout cas, ils ont envie. Et rien que pour ça, ben voilà, il y a une relation humaine qui se crée et on a envie aussi, nous, de notre côté, de faire notre possible pour les intégrer le mieux possible et de faire en sorte qu'ils réussissent. Donc ça veut dire que quand le centre EPID de Cambrai vous a sollicité, vous avez dit oui tout de suite. Et du coup, pour quelles raisons vous avez dit oui tout de suite? Quel était votre intérêt à vous? En fait, c'est le jeune qui m'a convaincue. Puisque, en fait, les responsables de l'EPID sont venus, mais sont venus avec le jeune. Et c'est le jeune qui, en fait, a vendu son projet, en disant voilà pourquoi il voulait découvrir notre entreprise, fait ce choix-là, et surtout, quel était son projet. Et donc, c'est cette relation humaine que vous avez eue avec lui, en fait, qui a changé les choses? Qui a tout déclenché. Qu'est-ce que vous en faites après de ces jeunes? Vous, l'idée, c'est quoi? C'est de les garder en stage, de les recruter, de les garder longtemps même dans votre entreprise? C'est tout à fait ça. Nous, le but, c'est de les aider à trouver leur voie, soit en essayant de les intégrer sur une formation en apprentissage, soit de les embaucher directement chez nous et de faire de la formation en interne. En fait, essayer de trouver la meilleure des solutions pour ce jeune, pour qu'ils puissent travailler et être dans la vie active. Donc vous, clairement, c'est pour recruter, en fait? Ah bah clairement, oui. Ouais. Clairement. C'est leur offrir la chance d'avoir un travail au bout de leur stage et au bout de leur formation, oui. C'est bien que ce soit clairement dit. Fabienne Rousselin, j'avais une autre question. Est-ce qu'il y a une patte EPID? Parce que vous expliquez que le jeune, il a une façon d'être qui est un peu particulière et que c'est ça qui vous a plu. Est-ce que par rapport à un autre jeune, est-ce qu'il est un peu différent une fois qu'il a suivi le cursus de l'EPID? Oui, leur savoir-être est vraiment très très bien développé. Ce sont des jeunes qui sont très respectueux, qui respectent toutes les règles, qui sont très disponibles, qui se rendent disponibles et qui sont très reconnaissants de la chance qu'on leur donne. Et comme ce sont des étudiants, enfin des individus qui ont choisi, c'est d'autant plus vrai, ouais, puisqu'ils viennent, ils nous donnent et on leur donne. Alors, bon, déjà, je tiens à dire que, évidemment, personne ne vous a obligé à dire ce que vous êtes en train de dire, donc ça veut dire que vous allez être vraiment satisfait de ce concert. Bah oui, je pense que ça va vous faire plaisir. Vous m'avez dit aussi, quand on s'y est au téléphone, qu'ils avaient une posture particulière. Ça m'a un peu étonné. Alors moi, je le rappelle, je ne connaissais pas l'EPID avant d'animer cet événement. Qu'est-ce que ça veut dire, une posture particulière? Alors, en fait, moi, je suis toujours très surprise de voir la posture que les jeunes ont. En fait, ils se tiennent très droit. Ils sont pas comme les nouvelles générations affalés sur un comptoir, sur le véhicule. Ils sont vraiment là pour apprendre et ils ont la posture, la droiture, je dirais. Et c'est toujours ça entre un étudiant de l'EPID et un étudiant d'une école lambda, en fait. Ce qui est directement lié aux particularités. Est-ce que ça veut dire que ce partenariat vous satisfait à plein et puis que c'est un partenariat que vous allez vouloir continuer avec l'EPID de Cambrai? Oui, et on essaye de le développer justement dans d'autres centres auto que ceux de Cambrai et de Douai et d'élargir un petit peu pour pouvoir satisfaire et aller à la rencontre d'autres jeunes. Bien, avec nos retours, on est en train d'imaginer une convention nationale pour pouvoir intervenir le pilote de Cambrai va donner des petits. Je croise les doigts. Merci beaucoup Fabienne Rousselin. Non, peut-être une question. Peut-être d'abord vous remercier pour votre témoignage, madame, mais insister sur les particularités du dispositif EPID dont vous parlez très très bien. On disait tout à l'heure, c'est la confiance. Le jeune, en fait, avant d'arriver à l'EPID, il est au fond, il est dans une situation glissante. On imagine, vous voyez, des murs, on n'arrive pas à s'accrocher. Nous, on va lui faire confiance au départ. Par exemple, on l'intègre dans notre communauté sans lui demander, sans condition. Donc, il va avoir le même costume, par exemple, que je porte, un pantalon, un polo, un pull, etc. C'est uniforme pour tout le monde. Sa posture, ça fait partie du cadre et de la discipline qu'on va lui donner.
on va lui apprendre à marcher au pas. Pourquoi marcher au pas? Il fait partie d'une communauté, il va avoir simplement, il regarde droit devant lui, il a le menton en haut, fièrement, et il marche au même rythme que les autres. Pour lui, c'est extraordinaire, on le fait rentrer dans une communauté. Ça prend un sens derrière cette discipline. On lui apprend à écouter une instruction, à comprendre pourquoi, à s'ajuster aux autres également. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, dont l'entreprise va bénéficier. Et la dernière valeur du dispositif, on a dit confiance, discipline, c'est la responsabilité. Chez nous, il signe un contrat. Il a des droits et il a des devoirs. Il a un droit, par exemple, il a une allocation qui correspond à 128 €, mais il a aussi des devoirs. Et il est clair que s'il passe une ligne, on ne va pas regarder ailleurs. Il va être immédiatement appelé pour un entretien, on en parle. Et puis ensuite, voilà, il va y avoir une mesure qu'on va appeler éducative, et puis ça peut aller ensuite jusqu'à la sanction disciplinaire et l'exclusion. Le fait d'avoir cette discipline et cette exigence, c'est de la reconnaissance pour le jeune. Et on le retrouve directement dans l'entreprise. C'est vraiment une marque de fabrique qui est importante. Et ce jeune qui était entre des murs glissants, eh bien, il va se raccrocher au cadre qu'on lui a donné, parce qu'on lui a fait confiance, qu'il a appris les règles du jeu et qu'il est responsable dans son entreprise. Vous voulez ajouter quelque chose, Madame Rousselin? Moi, je dis, s'il y a des entrepreneurs, des directeurs de sites, quel que soit notre métier, si on a envie de faire découvrir notre métier, notre entreprise, n'hésitons pas à vous faire confiance. Parce que vraiment, les résultats avec l'EPID sont vraiment très, très bons. Merci beaucoup Fabienne Rousselin pour votre témoignage, donc directrice du Nord-Auto de Saint-Lenoble à Douai dans le Nord. Arnaud Fima, vous voulez réagir sur le témoignage de Madame Rousselin? Alors je remercie Fabienne, c'est sûr, et surtout, comme elle vient de conclure, les stages, c'est extrêmement important. On a des jeunes dans nos centres qui, quand ils arrivent à l'EPID, dans la grande majorité, ne connaissent pas l'entreprise, n'ont pas forcément de projet identifié. Donc on fait différents stages pour différentes périodes, avec des objectifs soit de découvrir le monde professionnel, soit de valider ou d'invalider un projet professionnel. Parce que tant qu'on n'est pas allé chez Fabienne Rousselin et qu'on ne s'est pas mis sous la voiture pour faire une vidange, c'est resté de la théorie. Ah, bien sûr. Et grâce aux entreprises et grâce à vous, du coup, qui nous écoutez aujourd'hui, on a vraiment besoin de ces stages. C'est comme ça que nos jeunes demain vont performer dans vos boîtes. Philippe Acedo, nous a rejoint en studio. Bonjour à vous. Bonjour. Philippe. Donc vous êtes le délégué général de la Fondation CTLM, groupe BNP Paribas, banque connue, et mentor d'une section du centre de Montry, centre EPID de Montry en Seine-et-Marne. Et vous allez aussi parler de votre expérience avec l'EPID. Alors, tout d'abord, première question, quand est-ce que ça a commencé, votre histoire entre vous et l'EPID? Alors, mon histoire avec l'EPID, elle remonte bien au-delà de la crise sanitaire et du Covid, parce que je pense qu'il faut aussi le dire, les entreprises étaient déjà engagées fortement. Avant, différemment peut-être, et aujourd'hui cet engagement prend un sens nouveau. Mais en tout cas, moi, ma rencontre avec l'EPID, il a eu lieu à Marseille. Et j'ai exercé donc mon activité sur Marseille, toujours au sein de BNP Paribas, et j'ai découvert cette structure. Comment? Avec beaucoup d'intérêt. Alors, il y avait un forum où des entreprises étaient invitées sous forme de job dating aussi pour rencontrer et accompagner des jeunes dans la rédaction d'un CV ou de préparation d'entretien. Et donc, c'est à cette occasion que j'ai rencontré les équipes de l'EPID, puis le fonctionnement qui se rapprochait effectivement, on en a beaucoup parlé, d'un fonctionnement militaire. Cette remobilisation des jeunes vers l'emploi, mais avec en plus... puisqu'on travaille avec d'autres structures d'insertion pour les jeunes, mais avec en plus cette démarche de citoyenneté. Et ça m'a vraiment beaucoup intéressé. C'est assumé cette notion militaire? Je pose la question. Alors nous avons effectivement des racines militaires, on parle davantage de discipline aujourd'hui, mais on n'a pas de sujet avec la défense. Je voulais simplement souligner sur Marseille, il y a effectivement un centre qui est installé dans les quartiers nord de Marseille. Et nous, quand on y va, on est fiers de voir ces jeunes. On entend souvent beaucoup de choses en fait sur Marseille, les quartiers nord. On y est installé, les jeunes des quartiers nord viennent chez nous et ils réussissent, et ils réussissent bien. Et ils réussissent souvent mieux que les autres. Donc bravo à eux. Mais c'est une image positive que l'on doit diffuser.
Donc, premier contact à Marseille avec l'EPID. Après, comment vous devenez mentor, jusqu'à devenir mentor d'un centre? Après, donc, dans le cadre de mes fonctions, malheureusement, je quitte le Sud, retour à Paris. Et puis, à Paris, j'entre aussi en contact de la même façon sur des opérations de présentation d'entreprise, de job dating, avec l'équipe de Montry. Voilà, je cite Sophie Pradel, qui est vraiment exceptionnelle dans la façon dont on construit les partenariats, parce qu'on a beaucoup parlé des partenariats et de l'engagement des entreprises, mais pour moi, il y a un effort de co-construction. C'est difficile pour une entreprise aussi d'imaginer la façon dont on peut être utile ou apporter des actions de mécénat auprès d'une structure comme l'EPID, puisque nos emplois au sein de la banque BNP Paribas ne sont pas forcément ceux recherchés par les jeunes de l'EPID. Mais ça, ce n'est pas l'essentiel. Contrairement au témoignage qu'on a entendu juste avant du centre Neuroto de Fabienne Rousselin, vous ne cherchez pas à embaucher un jeune de l'EPID. Mais disons que l'emploi, pour nous, c'est un écosystème dans lequel il y a une démarche qui doit être continue et associer de nombreux acteurs. Pour préparer ces jeunes, et l'EPID le fait remarquablement bien, il faut ensuite qu'il y ait aussi, je pense, des intervenants extérieurs qui vont venir apporter de la confiance, de la remobilisation, de la découverte aussi du monde professionnel, pas du métier de la banque, mais du monde professionnel. Alors, allons très concrètement sur quel est votre partenariat avec l'EPID, sous quelle forme, parce qu'en fait, vous êtes en train un peu de le dire. Je le dis, mais voilà, alors moi j'étais très fier, parce qu'en fait, on m'a proposé d'être mentor, d'accompagner parrain d'une section pendant une année scolaire quasiment. Et on a co-construit un programme thématique de rencontres avec ce groupe de jeunes de l'EPID de Montry. Et donc mon rôle aussi était d'associer des experts, donc des collègues de BNP Paribas, chacun dans leur domaine. Dans le domaine des métiers de l'informatique, dans le domaine de la RH pour préparer les CV, pour donner des conseils sur la préparation d'un entretien. Donc ça veut dire que des salariés de CTLM, donc des collaborateurs, vont dans un centre EPID pour expliquer leur métier et aider un jeune dans son parcours. Absolument. Alors dans la manière dont on a construit le parcours, on a veillé à ce qu'il y ait des échanges où on se recevait, en entreprise, parce que c'est important aussi de les recevoir. Ah, donc parfois le jeune vient dans les le groupe, la section. D'accord, la section, le groupe. Oui, accueilli, donc la vingtaine, trentaine de jeunes est accueilli dans nos locaux. Et puis on a toujours nous plaisir à aller à Montry, c'est un centre magnifique. Donc on a plaisir aussi à aller à Montry, où là on a aussi des collègues qui se sont déplacés. Voilà, on alterne en fait, mais c'est important aussi de les recevoir et qu'il y ait une immersion aussi dans le monde de l'entreprise. Quand on leur parle des codes de l'entreprise par exemple, ce qui complète très bien, on a un atelier sur les codes de l'entreprise qui complète très bien la remobilisation au sein et les règles au sein de l'EPID. De leur présenter aussi les règles qui existent aussi dans le monde de l'entreprise, arriver à l'heure en réunion, respecter ses collègues, on est proche aussi des mêmes valeurs, de le faire dans nos locaux, de les faire circuler dans l'entreprise. C'est important aussi, ils voient aussi l'organisation, ils voient également la mixité, aussi très important dans les équipes. Ils ont des collègues qui vont venir leur parler de leur parcours et je pense que c'est aussi leur donner de la confiance, même s'ils vont être dans des recherches d'emploi sur d'autres secteurs d'activité, mais leur donner une confiance en eux, ça a beaucoup été évoqué aussi, pour leur préparer leur propre parcours professionnel. Alors très concrètement, pour ceux qui nous regardent, ces ateliers que vous prodiguez, ils consistent en quoi concrètement ? Par exemple, il consiste, il y a un atelier autour de la recherche, par exemple, d'un stage ou d'un emploi. Il consiste à découper donc, les phases de recherche d'un emploi, après de savoir comment je me présente auprès d'un employeur. C'est un collaborateur qui est ressources humaines, qui connaît bien on a une équipe ressources humaines, voilà. Okay. On a d'abord une présentation un peu théorique, et après on rentre dans la pratique, c'est-à-dire qu'on fait des jeux de rôle avec chacun des jeunes. On fait évaluer par le reste du groupe qui observe le jeune dans son entretien et on débriefe ensuite sur la présentation, la manière de dire bonjour, la manière de présenter son CV, la manière de répondre aux questions. On fait vraiment des choses très concrètes. On analyse également, ils viennent souvent avec leur CV, donc il y a un bon travail préparatoire parce qu'ils sont au sein de l'EPID aussi préparés pour la construction de leur CV. Et puis on regarde aussi individuellement avec chacun aussi ce qu'on peut mettre en évidence, ce qu'on peut mettre en valeur. On a un autre atelier très concret également, c'est comment je valorise mon profil
professionnels sur les réseaux sociaux, parce qu'ils connaissent bien les réseaux sociaux, mais pour eux, c'est très récréatif, les réseaux sociaux. Et on leur montre qu'aujourd'hui, il y a des réseaux comme LinkedIn. Voilà. On leur a fait un atelier LinkedIn, par exemple, je voulais pas où on a construit avec eux leur profil. Très professionnels. Absolument. Et on a construit avec des spécialistes chez nous de la RH, mais spécialisés également dans le recrutement, qui aujourd'hui font beaucoup de recrutement via les réseaux sociaux. On a construit un atelier où chaque jeune a construit son propre profil LinkedIn. Grâce aux équipes de BNP. Donc moi, je participe aux ateliers, j'amène les experts, je fais les lancements, je fais également les conclusions pour voir comment eux ont pris l'apport qu'il y a eu auprès de ces jeunes et comment on construit les ateliers suivants. Il y a toute une thématique autour de ce qu'est l'entreprise aujourd'hui, l'importance du digital dans nos métiers, l'entretien face à un employeur, la recherche d'un stage ou d'un emploi, le CV. Enfin voilà, c'est très, très concret. Mais vous, humainement, comment vous le vivez cette rencontre alors c'est extrêmement riche parce que moi je le dis souvent à l'équipe de Montry, mais il y a un échange. J'ai pas l'impression d'être toujours en apport. Enfin, ils m'apportent énormément. C'est-à-dire que encore une fois, on accompagne de nombreuses structures d'insertion professionnelle pour les jeunes. C'est un axe fort de notre stratégie RSE. Donc on est soit avec les écoles, mais aussi avec les missions locales, les écoles de la deuxième chance. À l'EPID, mais vous l'avez évoqué dans la première partie de cette séquence, il y a quelque chose de différent. Il y a des jeunes, effectivement, qu'on sent abîmés, qui ont eu des parcours de vie qui sont souvent très durs. Moi, j'ai rencontré dernièrement dans la promotion, dans la section 7 de Montry, des jeunes réfugiés. Aussi. Nous les prenons désormais. Voilà, qui ont des parcours de vie venant d'Afghanistan ou d'autres pays et qui sont finalement très riches d'expériences. Donc le dialogue que nous avons avec eux, ce qu'ils nous apportent aussi en termes de courage, en termes de résilience, en termes de volonté, eh bien, à chaque fois que nous avons aussi des collègues, des salariés qui vont animer les ateliers, à chaque fois, ils sont marqués, vraiment, par ces jeunes. J'insiste aussi beaucoup sur le respect. Ils ont énormément de bienveillance et ils nous renvoient également beaucoup de... Ce n'est pas des remerciements, mais c'est quelque chose peut-être encore plus fort, en tout cas, de sentir qu'une entreprise se mobilise auprès d'eux et participe à leur insertion professionnelle. Nous, on est un élément de la chaîne, puisqu'on ne va pas leur proposer des emplois directement. Mais en tout cas, on participe à leur insertion professionnelle. Alors, on parlait de l'engagement des collaborateurs, mais aussi de la conquête des talents. Est-ce que ça aussi c'est important pour vous, pour une entreprise comme la vôtre? Est-ce que c'est un argument pour recruter? Et est-ce que vos collaborateurs sont pleinement satisfaits de ce partenariat? Oui, ils sont pleinement participants. Alors, toutes les générations aujourd'hui de salariés dans l'entreprise veulent donner du sens à leur métier et veulent apporter à la société et apporter pour l'intérêt général. Donc, il y a des jeunes, c'est important dans le recrutement, mais on a aussi des collègues plutôt seniors qui retrouvent aussi pour eux l'envie de transmettre et d'aider un jeune à l'insertion professionnelle. Ça donne beaucoup de sens dans leur métier. On a un programme, nous, chez BNP Paribas, où on met à disposition 1 million d'heures pour des collaborateurs qui ont envie de s'engager. Et donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, effectivement, mobilise énormément de salariés chez BNP Paribas. Ah, vous avez des RTT solidaires, c'est ça que vous dites? C'est ça, des heures solidaires. C'est-à-dire, donc là, on est bien dans du mécénat de compétences. C'est sur le temps de travail où un collaborateur peut s'absenter de son poste de travail pour aller à l'EPID de Montry, animer une action. Et donc, pour l'ensemble des 250 000 salariés dans le monde de BNP Paribas, on a 1 million d'heures chaque année qui sont mis à disposition pour compléter le mécénat financier par du mécénat de compétences. On est vraiment dans l'exemple Arnaud Fima. Où la RSE prend du sens, quoi. On a passé les années greenwashing et on est vraiment dans du sens où, et c'est d'autant plus remarquable parce qu'il n'y a pas un intérêt direct de recrutement du groupe, mais d'avoir une diversité. Si on écoute monsieur, la diversité, on est sur du mentorat, on est sur du parrainage, on est sur une partie de taxe d'apprentissage, puisque cet élève nous verse une partie de taxe d'apprentissage. Ils font aussi du sponsoring en offrant des places de cinéma, les printemps du cinéma de BNP Paribas. Oui, on n'en a pas parlé, ça c'est vrai que vous faites aussi autre chose que du mécénat. Oui, je ne serais pas parti sans en parler. Bon. C'est pour ça que je me suis parce que c'est important. Merci Arnaud. Non, mais c'est très important. Mais bien sûr. Parce que la dimension aujourd'hui, vraiment, de construction d'un parcours professionnel, ça se fait aussi avec une ouverture sur la société, sur le monde. Donc j'ai insisté sur la mobilisation aussi citoyenne au sein des EPID, mais voilà, nous on est partenaires
en termes d'employeurs, de marque employeur, on est partenaire du cinéma et de Roland Garros, du tennis. Oui, CTLM via BNP Paribas, évidemment. Voilà. BNP Paribas, qu'on voit évidemment quand on regarde Roland Garros. Et en tant que parrain de la section 7, je m'engage, et je me suis engagé, c'était encore le cas la semaine dernière avec le Festival du cinéma, de les inviter à des avant-premières au Grand Rex, où nous sommes partenaires, de venir dans la loge à Roland-Garros aussi pour participer à des matchs. Mais ils sont extrêmement chanceux, Alors, pour moi, ça fait partie d'un parcours professionnel. Oui et non, évidemment. Ils ont une vie difficile, mais ce qui est important, c'est qu'ils avaient l'impression d'être invisibles, en fait, de ne compter pour rien, d'être laissés pour compte. Et tout à coup, ils voient une entreprise qui est extrêmement connue, où en fait, si on parle CTLM, etc., le banquier, où là, c'est un appel, c'est un problème, etc. Certains sont surendettés et dans les familles autour d'eux. Et là, tout à coup, ils ont l'occasion de parler de personne à personne. Et ils lisent dans le regard de monsieur qu'il n'est pas dans je donne, mais je reçois. Et je suis reconnaissant du temps passé. Mais en fait, vous avez une image de vous qui est complètement différente. Et ça donne des ailes aux jeunes, mais ça donne une énergie aux équipes qui vivent ça absolument extraordinaire, parce qu'ils ont vécu, partagé une émotion qui fait qu'ensuite, ils gravissent des montagnes. Et pour terminer, je crois que c'est très important cet accès à la culture, aux événements sportifs comme Roland-Garros, au cinéma. Vous l'avez fait avec eux? Oui, parce que... Ils sont comment alors? Mais certains découvrent le cinéma. Pour eux, c'est exceptionnel, de les inviter dans la loge à Roland-Garros pour un match, aussi, pour les accompagnants aussi. Mais c'était important aussi dans la construction de leur parcours professionnel, aussi de les ouvrir, pas simplement sur des compétences professionnelles, mais aussi sur une forme de culture générale, sur une forme aussi de compréhension de ce que sont des grands événements sportifs. Et c'est une reconnaissance pour eux. Bon, nous, ça nous fait en tout cas extrêmement plaisir. Et juste pour terminer, moi, ce que j'ai trouvé aussi en termes d'apport personnel, puisque c'est dans les deux sens, on leur apporte, mais c'est un échange, un véritable partage, c'est que je les ai vus évoluer. C'est-à-dire que la section 7, j'ai vu arriver. Certains étaient timides, n'osaient quasiment pas prendre la parole, etc. Et puis j'ai un rythme d'à peu près où je les rencontre tous les 1 mois et demi, peut-être tous les 2 mois. Et à chaque fois, je les trouve grandis. Alors ils ont bien sûr travaillé avec leurs accompagnateurs au sein de l'EPID, mais je sens en tout cas qu'il y a cette montée dans la confiance. Certains ne sont plus là parce qu'ils sont en emploi, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça fait aussi, c'est très gratifiant pour nos salariés qui interviennent. Alors à ceux qui nous regardent, j'ai déjà un peu la réponse, mais est-ce que c'est un partenariat que vous aurez tendance à encourager? Évidemment, parce que les entreprises ont fait beaucoup de mentorat individuel. C'est important, il faut le faire. Beaucoup avec des étudiants, des jeunes diplômés. Et voilà, le mentorat individuel est une relation aussi de proximité qui apporte des choses très intéressantes. Et qui a du sens et qui apporte des choses très intéressantes. Le fait d'être parrain ou mentor d'une section, donc d'un groupe, de créer un parcours de thématiques adaptées qu'on construit avec l'équipe de Montry, de l'EPID de Montry, je trouve que y a un impact qui est réellement très fort. Les équipes de l'EPID sont aussi très volontaires parce qu'on a besoin, nous, d'être accompagnés et aidés. Moi, je n'ai pas une grande connaissance de ce que font ces jeunes, de ce qu'il faut leur apporter. Donc, les équipes sont aussi très facilitatrices. Les équipes de l'EPID vont nous aider à construire ces parcours. Moi, quand j'arrive, tout est bien organisé. Quand on les reçoit au siège, ils sont dans le hall d'accueil, en ligne, alignés, tous habillés de la même façon. Et puis, très souvent, on les reçoit donc à Paris. Puis après, ils vont... faire l'allumage de la flamme. Exactement, ils y seront demain par exemple à l'Arc de Triomphe pour participer au ravivage. Voilà, et tout est bien organisé, tout est carré. Nous, on a nos salariés qui interviennent. Donc voilà, c'est facile aussi quand on a un partenaire, et l'EPID est un partenaire très organisé et qui nous aide énormément dans la construction de ces parcours. Alors à vous, équipe EPID, il doit y avoir une forme de fierté à écouter le témoignage de Philippe Acedo. Arnaud Fima ou Florence Georges. Une petite pensée pour la communauté des chargés de relations d'entreprise, puisque les 20 centres sont répartis sur la France. Et donc, dans chaque centre, il y a 1 ou 2 personnes chargées de relations entreprises. Donc, je leur fais un petit coucou dans la caméra. Et bien, voilà, c'est grâce à vous qu'on a des témoignages comme ça. Et je trouve ça à la fois super et j'espère inspirant pour toutes les entreprises qui peuvent nous regarder. On va prendre un autre témoignage, celui de Patrice Demarque, qui est restaurateur à Cambrai, dans le département du Nord.
et donc qui lui aussi, un peu comme Fabien Rousselin d'ailleurs, a recruté et recrute déjà plusieurs, je crois, jeunes de l'EPID. Bonjour Patrice Demarque. Alors, je ne sais pas si on l'entend. Est-ce qu'on l'entend de l'autre côté ou est-ce qu'il n'y a que nous qui ne l'entendons pas? Vous nous entendez, vous, Patrice Demarque? Oui, je vous entends, pas de problème. Nous aussi, c'est formidable. Question toute simple, Patrice Demarque, quand est-ce qu'a commencé, vous, votre relation, votre partenariat avec l'EPID? Je pense à peu près depuis le départ de l'EPID à Cambrai. Je crois que ça fait une dizaine d'années, ou ça doit faire à peu près ce nombre d'années-là. Vous avez recruté combien de jeunes de l'EPID depuis le début de votre partenariat? Est-ce que vous m'entendez, Patrice Demarque? Ah voilà, je vous entends, oui. Donc vous disiez? Oui, vous avez recruté combien de jeunes depuis le début de votre partenariat avec l'EPID? Alors je pense qu'il y a environ 6 ou 7 jeunes qui sont passés dans l'établissement. Et là, le dernier, qui a été embauché il y a 2 mois, en CDI, en qualité de commis de cuisine. D'ailleurs, un jeune qui s'appelle Jordan, c'est ça qu'on va écouter dans quelques instants. Pourquoi avoir décidé en fait de vous rapprocher de l'EPID et pas d'un autre partenaire? Pourquoi avoir choisi cet organisme-là? Alors, c'est-à-dire que l'EPID ont du présent, et ce qui est bien, c'est que quand un jeune arrive chez nous en disant je sors de l'EPID ou je suis à l'EPID, je vais rejoindre un peu ce qui s'est dit auparavant. On sait qu'il y a un certain nombre de valeurs qui ont été transmises, des valeurs d'éducation, aussi des valeurs de travail, et peut-être aussi justement un savoir-être et un savoir-vivre qui nous manque régulièrement au jour actuel. En fait, c'est que vous partagez les valeurs de l'EPID, quoi, c'est ça? En gros, c'est ce que vous dites. Pleinement, mais je pense que tout le monde rêve de partager les valeurs de l'EPID, car nous retrouvons là des salariés ou des jeunes en stage ou en apprentissage, des jeunes chez qui on a remis un peu de joie de vivre, de goût au travail, et peut-être aussi réussir à se projeter, car les jeunes à l'heure actuelle ont quand même du mal à se projeter. On leur demande souvent de jouer, mais on ne leur donne pas les règles. Donc, quelquefois, c'est un peu difficile. À l'EPID, on leur donne les règles et après, ils jouent. Et en général, ça marche bien. Témoignage de Jordan, que vous avez recruté il y a 2 mois, donc qui travaille dans votre restaurant, dans le Nord, et qui a seulement 18 ans. C'est parti, on écoute Jordan. Bonjour, je me présente, je m'appelle Bia Jordan, j'ai 20 ans. Je suis arrivé en février 2022 à l'EPID pour un parcours d'une durée de 1 an et demi. Non, ce n'était pas mon premier choix à l'EPID, car arrivant à l'EPID, je voulais être projet Mili, sauf que malheureusement, il n'a pas abouti. Du coup, je suis reparti en cuisine et aujourd'hui, je suis commis cuisinier, pâtissier, traiteur. L'EPID pour moi voit un rôle, moralisateur. Il m'a permis d'avoir plus confiance en moi. Après, il m'a aussi appris de nouvelles expériences professionnelles que je n'avais pas forcément auparavant, telles que l'infographie ou juste encadrer des enfants ou des choses qu'on ne fait pas forcément tous les jours. Et c'est une bonne expérience. Mon parcours à l'EPID, on peut dire qu'il a été assez mouvementé. Il y a eu des hauts comme des bas. Je regarde un assez bon souvenir. Je me souviens avoir été à la FFSA, Fédération Française de Sport Adapté, pour encadrer des activités sportives pour des personnes atteintes de handicap. Je me rappelle avoir fait le CESE, Conseil économique et environnemental à Paris. J'ai aussi fait le défilé du 14 juillet à Lille. Après, je me rappelle aussi avoir fait de bons moments avec ma section en elle-même, une très bonne. Alors merci d'abord beaucoup à Jordan d'avoir réalisé cette vidéo, réalisée cette semaine dans son restaurant, peut-être au centre, je ne sais plus, Patrice Demarque. Et merci aussi à Sophie et à Jules de l'EPID de Cambrai pour la réalisation de ce film. C'est pas toujours, vous me l'avez un peu dit, c'est pas toujours du 100% non plus avec les jeunes de l'EPID. Est-ce que vous pouvez me donner votre sentiment autour de ça? Alors, c'est pas toujours du 100% avec les jeunes de l'EPID comme c'est avec les autres jeunes. Après, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'EPID, les jeunes se construisent un projet et quelquefois on peut se tromper, on peut s'imaginer des choses. Et le fait de faire une immersion en entreprise, ça permet quelquefois de s'apercevoir que tout compte fait, c'est pas la voie que
que j'ai choisi ou j'ai choisi une voie qui n'est pas la bonne. Et bon, ce qui n'est pas très grave, parce que le principal, c'est de se rendre compte assez rapidement, car nous sommes des petites et moyennes entreprises. La restauration, si on prend la restauration, c'est un ascenseur social très important dans le monde actuel. Et ça permet à des jeunes de venir chez nous, de découvrir le métier, et après, soit de se positionner, ou soit dire non, ça ne me correspond pas. Et ce qui est important, c'est déjà de se rendre compte si ça correspond. C'est aussi des volontaires que vous accompagnez, vous, personnellement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi un accompagnement personnel, une volonté personnelle d'aider ce volontaire. Alors, je pense que alors, je ne vais pas parler des grosses entreprises parce que chez nous sommes 10 à travailler. Et comme dans beaucoup de petites et moyennes entreprises, comme je l'ai dit, les jeunes trouvent souvent une deuxième famille ou voire une famille. Hein, et identifient souvent soit un collègue ou soit le chef d'entreprise comme une personne de confiance. Et c'est là où, justement, quand il y a un échange en confiance, où on peut avoir un rôle, entre guillemets, de tuteur et compléter l'action qui a été faite par l'EPID et quelquefois se retourner, comme je l'ai encore fait cette semaine, vers l'EPID pour poser des questions ou demander de l'aide sur certains sujets. Vous m'avez expliqué aussi que parfois, même vous, si vous avez un jeune ou un salarié qui est dans une situation compliquée, vous l'aidez directement. Notamment, ça peut arriver qu'il perde un logement et que vous l'accueillez chez vous. Oui, ça, on va rester discret sur tout ça, mais oui, les chefs d'entreprise en général ont à cœur et il est important d'être présent quand ça va et surtout aussi quand ça va pas. Je lis une phrase que vous m'avez dite, parfois les jeunes vous remercient et vous leur répondez que la meilleure façon de vous remercier, c'est de réussir et d'être sérieux. Vous pensez toujours ? C'est encore ce que j'ai dit à Jordan, voilà. Ce qui est important, c'est le plus grand remerciement et la plus grande fierté que nous on peut avoir, c'est quand justement des jeunes qui sont confrontés quelquefois à la difficulté de la vie, à l'incompréhension, à des murs, comme vous avez dit tout à l'heure, quand on voit un jeune qui s'en sort, qui réussit et qui travaille, à qui on a inculqué des valeurs qui lui ont peut-être pas été transmises auparavant, et on s'aperçoit là que ce qui est important, c'est je suis sur la bonne route. Je travaille. Si je tombe, c'est pas grave, je vais me relever, je vais continuer. Mais il est important que nous, on soit là, justement pour l'aider à se relever de temps en temps. Et ce qu'il faut, c'est lui permettre de réussir. Et si on en sauve déjà un de temps en temps, c'est une joie immense. Très beau témoignage de Marc. Ouais. Merci beaucoup à vous, restaurateur, donc dans le département du Nord, à Combray. Une réaction sur ce témoignage? On veut remercier M. Demarque. Effectivement, beaucoup de nos jeunes vont dans les secteurs de la restauration ou plus largement des métiers en tension. Ouais. Je crois que c'est très important ce qui est dit là sur le fait que les jeunes essayent et oui, on peut se tromper, on fait autre chose. Jordan, et vraiment merci pour la confiance que vous lui avez fait, puis bravo à lui parce que c'est le travail qu'il a produit également. Il a commencé à dire qu'il voulait un projet militaire au départ. Il est rentré à l'EPID pour ça, pour qu'on le prépare à rentrer dans l'armée. Jordan qu'on a vu. Jordan, oui, okay. Il le dit dans l'interview. Et il dit j'avais un projet donc militaire. Et de fait, il s'est rendu compte que c'était pas ce qui était pour lui. Chaque jeune travaille, on dit le plan A et le plan B. Et c'est pas grave en fait si le plan A ne fonctionne pas. Ce qui est important, c'est de rebondir. Et c'est ça qu'on leur apprend. Et quand on rencontre des jeunes qui sont sortis de l'EPID 4, 5, 10 ans après, ils nous disent que c'est très très important que l'EPID, on leur a non seulement permis d'aller dans l'emploi, mais qu'on leur a appris à réagir aux situations difficiles de la vie. Parce qu'ensuite, la vie va avoir plein de péripéties, ils peuvent se retrouver dans une entreprise mise en difficulté, un licenciement, quelque chose, mais ils ont la capacité de réagir à nouveau. Ça, c'est important. Et puis dire qu'avec l'entreprise, quand on parle de partenariat, on suit le jeune et on a la possibilité, et on le fait pour un nombre grandissant de jeunes, de ce qu'on appelle un contrat de soutien, qu'on s'engage en fait pendant 3 mois à assurer le suivi et à maintenir intégralement l'offre. Et il faut bien avouer qu'on va souvent au-delà si c'est utile. Philippe Acedo, pardon. Vous vouliez réagir sur ce témoignage? Non, je trouve ça vraiment
formidable de voir déjà des employeurs. Voilà, c'est ce tissu aussi économique et social qui aujourd'hui fournit le plus d'emplois. Et je trouve que la démarche, voilà, on a toujours l'impression d'un antagonisme entre l'employeur et le salarié. Et souvent aussi, dans nos rencontres avec les jeunes de l'EPID, on essaie de casser cette méfiance, quoi. Alors, il y a eu dans leur parcours peut-être des désagréments, mais quand j'entends le témoignage, en tout cas, je me dis, voilà, il faut qu'on parle aussi de ces réussites et de ces choses qui permettent de donner des vraies chances et des vraies clés pour l'insertion professionnelle de ces jeunes. Ouais, c'est ce qu'on aura découvert pendant cet événement, moi aussi en tout cas, c'est qu'il y a les volontaires, mais il y a aussi les chefs d'entreprise extrêmement bienveillants. Tous les témoignages qu'on a vus, c'est quand même un investissement d'être partenaire de l'EPID pour ces gens-là aussi. Complètement. Ils sont partie prenante au dispositif et à la réussite des jeunes. On n'y arriverait pas sans les entreprises qui s'impliquent. Arnaud Fima, je voulais faire le point avec vous du coup sur les différentes manières d'être partenaire de l'EPID. Est-ce qu'on peut en parler maintenant? Oui, bien. Peut-être dire déjà à M. Demarque et dire à nos téléspectateurs que si vous avez envie d'aller rencontrer Jordan, peut-être on peut tous se donner rendez-vous dans le restaurant à Cambrai pour le remercier. Merci beaucoup pour ces manières. Qui est très bien noté sur Internet, tu vas aller voir, Patrice Demarque, ça s'appelle la Maison de Marc, c'est à Cambrai. Exactement. Non, plus sérieusement, effectivement, on s'aperçoit que l'entreprise intervient de différentes manières dans le centre EPID. Madame la directrice générale a dit la volonté d'intégrer au niveau d'être partie prenante du parcours du volontaire. Et donc, on a essayé de formaliser sur une offre qu'on a appelée EPID et vous. C'est la nouvelle offre entreprise qu'on lance un peu officiellement ce jour. On a essayé de référencer tout ce qui était possible de faire avec un EPID. Donc, on a d'abord écouté les entreprises, à la fois engagées, comme CTLM, comme toutes les entreprises qui sont déjà en partenariat avec les centres. Et puis aussi, moi, j'ai fait un benchmark de ce qui existait en France. J'ai appelé des entreprises qui n'étaient absolument pas engagées pour leur demander, tiens, qu'est-ce qui manque pour réveiller chez vous votre RSE, elle en est où? Qu'est-ce qui manque? Comment vous recrutez vos collaborateurs? Et j'ai eu pas mal de retours. Et donc, cette nouvelle offre, en fait, essaye de synthétiser. Alors là, vous avez l'image à l'écran en 8 piliers. Alors, on ne va pas rentrer forcément aujourd'hui dans le détail des 8 piliers, mais on a déjà vu pas mal de choses avec les témoignages. Naturellement, en numéro 1, c'est l'emploi. L'EPID, c'est pour insérer des jeunes dans l'emploi durable. Donc, le premier partenariat, c'est le contrat de travail, mais c'est aussi les stages. C'est de recruter des volontaires. C'est de recruter des volontaires. C'est l'objectif final. Avec aussi, et je le rappelle, l'importance des stages, vraiment. On a aussi la possibilité, monsieur le disait, on a mis en place toute une politique autour du mécénat avec le mentorat, qui fait plutôt une approche one-to-one, le parrainage, soit d'un centre, soit d'une section, donc un groupe de 30 jeunes. Donc mentorat, c'est je donne des cours pour apprendre à faire un CV, etc. J'ai une relation de 1 à 1. Coach. De 1 à 1, okay. Voilà. Alors que le parrainage, comme fait Philippe, il va parrainer une section. D'accord. Donc un groupe de jeunes. Okay. Et on peut aussi très bien imaginer un parrainage d'événements. On sait que par exemple, tous les centres font des événements sportifs, le fameux trail, citoyens, solidaires. Une entreprise peut parrainer cet événement, donc c'est une autre forme de s'engager. L'EPID va aussi accueillir et va porter une offre de séminaire d'équipe, c'est-à-dire que là je parle aux managers qui ont des équipes. Alors vous pourrez très bien aller faire du karting, de l'acrobranche, ce que vous voulez, oui, je suis d'accord avec vous, mais vous pouvez aussi venir, et on a designé une offre de séminaire d'équipe qui se passe en immersion dans les centres, à la rencontre des jeunes volontaires, et on a de très très bons retours avec un certain nombre d'équipes qui sont déjà passées dans nos centres et qui disent qu'en fait c'est plus que gagnant-gagnant. Au départ, ils viennent aider les jeunes. Et puis là, de manière collective, on s'aperçoit, souvent le commanditaire rappelle en disant « Non, on vous a aidé, mais nous, ça a levé. Ouais. Ça a levé. Ouais. » Non, mais c'est plus que team building. Ouais. D'accord ? Parce que quand on revoit dans l'ascenseur, dans l'entreprise, le lendemain, la personne avec qui j'ai fait du sport avec un jeune ou à qui j'ai animé un entretien avec un jeune, on a des valeurs communes. On est complètement différents. C'est vraiment une manière de changer le regard, alors à la fois sur ces jeunes, mais aussi en interne. Donc on porte désormais une offre de séminaires d'équipe. Et puis on a aussi toute la partie autour de un programme qu'on va lancer à titre expérimental. On va lancer un incubateur en deuxième semestre
2024 à titre expérimental pour aller repérer. Alors naturellement, il n'y a pas. Alors incubateur, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est? Un incubateur, c'est un programme dédié aux jeunes qui veulent devenir patrons. Qui veulent monter leur entreprise. Qui veulent monter leur entreprise. Donc du coup, on est allé regarder les grands incubateurs qui existaient en France et on s'est dit pourquoi pas proposer à nos jeunes avec un format un peu spécifique parce qu'on sait bien que chaque centre ne pourra pas porter 10 ou 15 projets d'incubation, mais on va faire de l'intercentre. D'accord, pour essayer d'avoir avec des mentors, avec des gens bienveillants. Donc on va avoir besoin de vous pour venir animer ce programme d'incubation avec un suivi derrière pour amener le jeune à réussir. Donc comment je crée une entreprise, comment je fais un business plan, comment je communique, c'est quoi les réseaux sociaux, le cadre réglementaire, exactement, quelle structure juridique, la comptabilité. Exactement. Et il n'y a pas de raison qu'il y a des gros incubateurs, vous prenez HEC, l'ESSEC, il y a des incubateurs intégrés, il n'y a pas de raison qu'il n'y en a pas à l'EPID, et ça me tient en plus particulièrement à cœur. Voilà. Donc, en fait, voilà, cette nouvelle offre entreprise qu'on lance un peu aujourd'hui avec cet événement Point commun a vraiment l'ambition de mettre l'entreprise au cœur du dispositif, partie prenante du parcours du jeune, avec une multitude de possibilités, et surtout des interactions. Parce qu'on le voit, je vais venir sur un séminaire d'équipe, donc je vais rencontrer déjà. L'EPID n'est pas très très connu, on doit se l'avouer. Donc quand je viens à un séminaire d'équipe, on va leur dire vous pouvez peut-être faire du mentorat. Donc derrière, il y a des rebonds. D'accord ? Et puis ce mentorat, il va se dire j'ai quand même parlé de toi à la DRH parce que peut-être que ça pourrait peut-être le faire au niveau emploi. Et avec l'emploi, cet objectif d'emploi durable, cette offre, elle a été pensée pour jouer à rebond avec les entreprises de manière à insérer durablement toujours plus de jeunes. C'est fini, Arnaud? Il n'y a pas de choses à dire? Je peux appuyer sur le bouton. Oui. Il n'y avait pas un autre élément? Non, voilà, c'est bon. Non, okay. Moi, je voulais faire un petit point. Pardon, j'étais persuadé qu'il y avait une autre façon d'être partenaire de l'EPID. Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a plein de façons d'être partenaire, mais ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'on peut être partenaire de plusieurs façons en même temps. Il y a 1001 façons en fait, d'être partenaire de l'EPID. Donc ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent et puis à promouvoir à l'extérieur, c'est oser l'EPID, oser l'expérience EPID. Oser la rencontre. Frapper à la porte, oser la rencontre avec ces jeunes. Ça peut être pour une simple action au départ 1 heure, 2 heures, en se disant allez, je vais dans mon cœur de métier, on est RH, donc on va animer un atelier CV, on va accueillir quelqu'un dans un atelier pour montrer ce que l'on sait faire. Et vous allez voir qu'à partir de cette rencontre, eh bien, c'est toute une relation qui va se tricoter. Et nous, notre objet, et notre but, bien sûr, c'est qu'à la fin, il y ait de l'embauche pour le jeune. Mais on fait confiance à la dynamique et à la relation, donc osez pousser la porte. Et puis le reste, vous allez voir, ça va aller tout seul. Juste avant de conclure, j'aimerais revenir avec vous aussi, Arnaud, un peu sur votre parcours, parce qu'on a vu que vous permettez à des jeunes de changer de vie, et vous changez la vie de certains volontaires, qui l'ont décidé puisqu'ils sont volontaires, encore une fois, mais ça change aussi la vie pour plein de personnes qui s'approchent de l'EPID. Et j'en viens à vous, Arnaud, puisque c'est le cas, je crois, que vous n'étiez pas du tout destiné à rentrer dans cet organisme. Moi, ça a commencé comme Philippe. C'est pas très compliqué. J'étais partenaire d'un centre EPID. Ça se passait, je venais régulièrement sur du parrainage, sur des événements comme ça. Et puis, un jour, Sophie Pradel et Madame Gallas, directeur de centre, m'ont dit on aimerait bien que tu deviennes parrain. Donc, j'ai accepté. J'ai demandé c'était quoi le contour du parrainage, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Je me suis mis un peu la pression. Et puis, j'ai essayé de faire ça avec beaucoup d'énergie parce qu'on est hyper touchés, en fait. Voilà. Vous le saviez ou pas? Non, mais je vois en tout cas ma suite dans mon parcours professionnel. Nous sommes collègues. Ça me permet de me projeter. Et puis l'histoire a fait que je rencontre le directeur général adjoint de l'EPID, on discute, et puis je lui dis, voilà, moi mon rêve à un moment, c'est de vous rejoindre. Voilà, et ça a été un rêve. Ça a été un rêve personnel. Et puis, ça tombait à un moment d'une réorganisation, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et on a appris à se connaître. Et voilà, ça fait bientôt 1 an que j'encadre une petite équipe autour de l'insertion et des partenariats à l'EPID. Et ma vie a changé encore. Et je kiffe. Voilà.
C'est bon pour notre marque employeur. Merci, Arnaud. Florence Girard-Challet, comment on peut conclure finalement cet événement? Je crois que vous vouliez annoncer quelque chose d'important aujourd'hui. D'abord, c'est l'occasion, comme l'a fait Arnaud, de remercier tous les personnels de l'EPID qui vraiment sont extrêmement professionnels et très engagés auprès des jeunes. Remercier tous nos partenaires qui nous font confiance. Avec cette offre entreprise, vraiment l'idée c'est de pouvoir répondre aux attentes et aux besoins de toutes les entreprises. C'est important pour qu'il y en ait de nouvelles qui puissent faire cette expérience et que l'on puisse finalement encore augmenter les possibilités d'emploi de nos jeunes. On recrute aujourd'hui beaucoup plus de jeunes qu'hier. Il faut le savoir. Donc, on a besoin de beaucoup plus de solutions d'insertion, ce qui veut dire que pour les entreprises qui recherchent des jeunes, on l'a dit, qui sont fiables, qui sont motivés et qui vont pouvoir apporter quelque chose aux entreprises, nous sommes une solution. Donc, on a quelque chose à construire ensemble. Et puis, pour aller plus loin avec les entreprises avec lesquelles nous sommes déjà partenaires, nous lançons à titre expérimental, et ça sera pour la première fois le 16 mars, un conseil d'orientation des entreprises, ça sera expérimental dans les Hauts-de-France, donc piloté par le coordonnateur régional des Hauts-de-France, Jérôme Blanchard. L'idée, c'est de faire un lieu qui soit un lieu où l'EPID et des entreprises, mais aussi des sachants, des collectivités locales, toutes les personnes qui peuvent avoir un intérêt à l'emploi des jeunes, de réfléchir. C'est un lieu de réflexion et d'innovation, avec l'idée tout simplement qu'on ressorte de chaque rencontre avec 2-3 idées concrètes à expérimenter qui vont faciliter l'accès des jeunes à l'emploi ou le recrutement par les entreprises. Bref, pas un machin où on se réunit simplement pour échanger des mots, mais vraiment un lieu où on construit de l'innovation qui vont permettre aux entreprises d'avoir des salariés plus pointus sur ce qu'ils souhaitent et nous de placer plus de jeunes. Donc ça va commencer le 16 mars et Arnaud pilote ça au niveau national. On en tirera les conclusions au mois de mai avec l'espoir de le diffuser sur l'ensemble de la France. Ça sera une autre façon pour les entreprises de s'investir auprès de la jeunesse pour qu'elles accèdent davantage à l'emploi. Arnaud Fima, je vous laisse un peu le mot de la fin pour conclure cet événement. Eh bien, moi ce que j'ai envie de partager, j'espère qu'on vous a donné envie d'être, déjà, si vous avez découvert l'EPID, c'est super, et j'espère qu'on vous a donné envie d'être vraiment partie prenante du parcours de nos jeunes. Osez nous appeler, osez la rencontre, je pense que vous ne serez pas déçus et on fera tout pour que ça se passe au mieux. Eh bien, merci à tous les trois. Je vais citer toutes les personnes qui ont participé à cet événement. Donc, Yann Uliac, directeur de l'Observatoire des partenariats, qui est venu aujourd'hui. Fabienne Rousselin, qui était en direct de son garage automobile Noroto à Saint-Lenoble, près de Douai, dans le département du Nord. Philippe Acedo, qui est ici, délégué général de la Fondation CTLM. Merci à vous d'être venu. Patrice Demarque aussi, qui était évidemment restaurateur à Cambrai, on en a parlé. Et puis vous deux, Florence Girard-Challet, la directrice de l'EPID, et Arnaud Fima, responsable des partenariats de l'EPID. Évidemment, je n'oublie pas Jordan, ce volontaire qui a témoigné. Merci beaucoup à tous. J'espère qu'on a réussi à vous expliquer toutes les manières dont vous pouvez, vous, entrepreneurs, être partenaire de l'EPID. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.